de ce qui attend les hébergeurs touristiques en 2023. Et à cette occasion, permettez-moi de vous présenter, au nom de toute l'équipe de Helloa, tous les meilleurs vœux pour cette année 2023, qu'elle soit prospère et surtout aussi pour vous, votre famille, et que vous ayez la santé, que tout se passe comme il faut et comme vous l'attendez. Vous le savez, on essaie d'être toujours ponctuel et donc de ne pas vous retenir plus de temps que ça. Donc, je vais démarrer ce webinaire. On va d'abord parler du marché 2023 pour les hébergeurs touristiques et des tendances de ce marché. C'est très difficile à faire ce genre d'exercice en début d'année, surtout dans une année qui est aussi compliqué que l'année 2023, telle que nous la prévoyons. On sort de 2 ans ou 2 ans et demi de Covid. On a un conflit aux portes de l'Europe qui bouleverse la totalité des équilibres sur le plan international. Et on a évidemment une inflation qui est répercutée là-dessus et qui désorganise un petit peu à la fois le marché, les habitudes de consommation, mais par conséquent rend beaucoup plus complexe le fait de pouvoir sortir des prévisions. En tout cas, il y a 2 paramètres qui vont perturber ce marché, parce qu'évidemment, ça sera un marché perturbé. C'est l'inflation, la conséquence de tout ce que je viens de dire, et le Covid qui, on le voit aujourd'hui, refait réapparaître le petit bout de son nez et qui, par conséquent, peut laisser encore aujourd'hui quelques interrogations sur, non pas des risques majeurs, probablement, mais en tout cas des perturbations en termes de voyage, de déplacement et d'échanges internationaux. On va s'intéresser, puisqu'on a assez parlé pendant 2 ans du Covid, on va s'intéresser particulièrement aux problématiques économiques, puisque c'est celles qui vont impacter ces conséquences-là directement votre propre activité ou l'économie de ce marché. Et aujourd'hui, ce que l'on peut voir, malheureusement, c'est que du fait de l'inflation, les intentions de départ pour 2023 de la part des voyageurs sont des intentions beaucoup plus réduites qu'auparavant. On sent bien qu'il y a un impact économique fort, alors que, souvenez-vous, à l'époque du Covid, lorsque on envisageait les sorties des confinements, il y avait cette caractéristique, cette thématique du voyage revanche qui avait un fort impact. Aujourd'hui, le porte-monnaie, les surcoûts, l'inflation font que les voyageurs envisagent moins de partir. En tout cas, ils envisagent de partir moins souvent, de partir moins longtemps, parce que les budgets, on va le voir, vont rester à peu près les mêmes, mais avec des coûts évidemment d'hôtel, des coûts d'hébergement, des coûts de transport plus importants. Ça réduit forcément le temps de déplacement et également, selon toutes les études qu'on analyse, qu'on agrège à droite et à gauche, on voit aussi que les gens vont partir moins loin. Donc ça, c'est une caractéristique qui a peut-être de l'intérêt, comme au temps des post-confinements, puisqu'on voyait que les voyageurs ne quittaient pas les frontières nationales, restaient sur le périmètre hexagonal. Donc, pour la clientèle française, c'est plutôt de la destination France, et ça, c'est plutôt bon pour les opérateurs, mais dans un contexte économique, on le voit, beaucoup plus tendu, et donc avec des gens qui vont faire beaucoup plus attention à leurs dépenses. Et enfin, un dernier paramètre lié à l'inflation, on le sent, c'est une impatience de la part des voyageurs par rapport à la logique tarifaire des professionnels du tourisme, et ce n'est pas que des hébergeurs, c'est-à-dire c'est d'abord les transports qui sont très onéreux, donc l'avion est quand même évidemment pas recommandé, le train coûte assez cher, c'est moins polluant mais ça reste assez cher, et la voiture, n'en parlons pas, est extrêmement onéreuse. Donc, il y a, une fois qu'on a mis ces contraintes de côté, il faut aussi payer des hébergements, il faut aussi aller se restaurer, il faut aussi aller consommer ou acheter dans les supermarchés ou consommer des attractions. Et tout ça, évidemment, ça prend de plein fer les impacts de l'inflation. Et donc, le budget voyage devient important et les vacanciers, les futurs voyageurs, sont assez récriminants, on va dire, aujourd'hui, quand on lit un petit peu les sondages d'opinion par rapport au positionnement tarifaire qu'ils trouvent trop élevé, même s'ils comprennent que chacune et chacun d'entre vous est évidemment, chacun à son niveau et dans son métier, impacté par l'inflation, que ce soit sur le plan énergétique ou sur le plan de vos acquisitions de matières premières. Donc tout le monde comprend bien, mais en même temps, les voyageurs disent, nous, dans ces conditions, si les surcoûts sont trop importants, on ne partira pas. Donc voilà un petit peu le contexte. Ce n'est pas très joyeux. Alors, en ce début d'année,
par rapport aux perspectives, mais comme toujours, l'idée, vous êtes tous des chefs d'entreprise, comme je le suis, comme on l'est tous, on essaie de trouver face à des défis qui sont des défis pas évidents, des solutions et voir comment on peut passer entre les gouttes en ayant une analyse assez pertinente, on va dire, la situation, même si c'est très en avance par rapport à la saison, et donc de se dire, voilà, comment faut-il réagir, de quelle manière il faut réagir. Alors, si on regarde de plus près le caractère inflationniste, on voit bien que sur cette étude prospective donnée par la Commission européenne en fin d'année dernière, en fin d'année 2022, les perspectives de désinflation sont quand même relativement faibles. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ces chiffres ont été un petit peu corrigés à la hausse. Donc, on voit que sur la pleine saison, c'est-à-dire à partir du printemps, il y aura certes un peu moins d'inflation, bien que, mais ça restera quand même quelque chose de très, très élevé par rapport aux années précédentes, évidemment, et l'essentiel de l'inflation étant porté par les coûts liés à l'énergie, dont le carburant, dont les capacités qui peuvent obérer aussi les déplacements. Donc, on sera certainement sur un marché domestique, franco-français, et certainement sur un marché assez local, assez régional, c'est-à-dire à moins de 3 heures de voiture des points d'hébergement, ou vous, à moins de 3 heures de voiture de vos clients. C'est probablement là qu'il va falloir creuser et creuser assez sérieusement pour que le marché se rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire des gens qui veulent partir moins longtemps, moins loin, qui n'ont pas forcément envie de faire de grosses distances parce qu'ils vont avoir des séjours assez courts, donc ils vont chercher à partir pas très loin et ils vont essayer de préserver leur budget pour pouvoir avoir des vacances qui leur apportent ou un séjour qui leur apporte quand même une expérience satisfaisante et absolument pas frustrante, parce que si tout est cramé dans le carburant et dans les hébergements, qu'on ne peut pas se restaurer à côté, qu'on ne peut pas payer l'attraction aux enfants, ça reste un peu compliqué. Et donc, les gens préfèrent ne pas partir. Sur les tendances de recherche, on voit sur Google que le terme voyage pas cher, vous voyez, il est en train d'exploser depuis le mois de décembre. Hein. On n'a pas eu, y compris ce genre d'explosion dans le courant de l'été dernier, où les facteurs inflationnistes étaient déjà présents, mais dans des proportions beaucoup plus réduites. Et là, on voit que ces recherches sont en train d'exploser littéralement, comme elles n'avaient pas explosé d'ailleurs en décembre 2021. Donc, on voit qu'il y a là un début de tendance assez prononcé, voire même très prononcé, sur la recherche de voyages pas chers. Alors, c'est un terme qui ne fait pas plaisir quand on est un commerçant comme vous et moi, qui est un entrepreneur, parce que le pas cher, forcément, c'est des choses qui vont rogner sur les chiffres d'affaires, qui vont rogner sur les marges. Mais là aussi, c'est ce que demande de manière, on va dire, assez prosaïque le voyageur. Et il y a la réponse que vous allez pouvoir faire en face, qui n'est pas forcément un voyage pas cher, mais qui est un voyage dans lequel le voyageur va se retrouver en termes de valeur, puisque ça va être une des notions importantes du business du tourisme pour 2023. En Europe, ce contexte inflationniste, il a pour résultante qu'en termes de réaction, 5% des voyageurs de plus que par rapport à l'année dernière déclarent qu'ils ne partiront pas en voyage. Hein, donc là, il y a vraiment, on commence à attaquer l'os. Donc on voit bien que les réactions face à l'inflation sont beaucoup plus fortes qu'elles n'étaient à l'époque sur le Covid, hein, c'est-à-dire sur les restrictions de voyage, sur le fait de s'empêcher de voyager. On a plus peur de dépenser de l'argent ou de dépenser de l'argent qui risque de manquer plus tard, hors vacances, ou de l'argent qui sera mal employé parce qu'il sera consommé essentiellement par des surcoûts et pas forcément pour apporter une expérience de vacances plus intéressante ou plus réjouissante ou plus épanouissante. Donc 5% des voyageurs européens, et c'est à date, sont prêts à ne pas partir en vacances de plus, alors qu'aux États-Unis, c'est une tendance encore plus lourde, hein, puisque l'inflation y est quand même beaucoup plus importante. Et là, vous avez carrément 4 voyageurs sur 10 qui disent « moi, je ne partirai pas en l'état, je ne partirai pas en vacances en 2023 ». Donc, on voit que même si tout le monde est très attaché au voyage parce que c'est un besoin vital, à partir en week-end, en partir en vacances, partir en couple sur des moyens séjours, on voit bien que l'inflation, évidemment, va avoir un impact dur, immédiat et durable sur les décisions de départ des voyageurs, même si ces derniers, soyons clairs, continuent aujourd'hui à faire un maximum de requêtes sur Google et ailleurs pour chercher de l'inspiration, chercher des prix, évidemment, et voir comment, malgré tout, ils arriveraient à résoudre l'équation qui consiste à trouver, par rapport à leur budget, un voyage ou un séjour qui corresponde à leurs attentes en termes d'expérience, d'émotion et de dépaysement, mais aussi de détente.
74% des voyageurs, d'ailleurs, déclarent que, compte tenu du caractère inflationniste, ils envisagent de dépenser le même budget. Donc ça c'est pas mal parce que ça reste un chiffre d'affaires qui n'est pas rogné. Sauf qu'effectivement, les voyageurs savent que ce budget-là, ils ne vont pas le dépasser, mais que vu que les prix des nuitées, vu que les prix des prestations accessoires, eux, potentiellement augmentent, évidemment, ça va avoir une répercussion sur la durée de leur séjour, voire sur le fait de baisser en gamme sur les hébergements, sur la restauration, donc baisser en gamme pour pouvoir contenir leur séjour dans le budget. Donc, 3/4 des gens n'ont pas l'intention en France de dépenser plus que ce qu'ils n'avaient dépensé l'année dernière. Et c'est une opinion qui a été donnée en novembre 2022. C'est une opinion qui va être suivie dans le cours de ce trimestre et qui certainement va évoluer encore plus à la hausse. Autre point important, c'est que 86%, on le voit, des voyageurs vont pas simplement s'intéresser au prix, ils vont regarder quelle est la valeur de l'offre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que même si on est dans un contexte inflationniste, même si on est dans un contexte où on a peur finalement d'en avoir moins pour les mêmes sommes d'argent dépensées précédemment, pour autant, l'envie de partir en voyage ne va pas laisser les gens sacrifier toutes leurs revendications, toutes leurs attentes en termes de qualité d'hospitalité, en termes de qualité de service. Donc, il y a encore moyen aujourd'hui, quand c'est bien présenté dans vos offres tarifaires, quand c'est bien présenté sur vos sites Internet, il y a encore moyen aujourd'hui de pouvoir actionner une vente avec un revenu supplémentaire auprès des voyageurs, à condition, évidemment, de mettre en avant toute la valeur que vous apportez. Alors, la valeur, ce n'est pas forcément des prix cassés, ce n'est pas forcément que vous leur en mettiez plein la vue, mais ce sont des services, par exemple. La bagagerie, on le sait, c'est quelque chose pour les gens qui allaient sur des locations de vacances versus des hôtels ou des maisons d'hôtes. La bagagerie, on sait que c'est quelque chose qui est important, de ne pas avoir à se trimballer les bagages le dernier jour en attendant l'avion ou en attendant de prendre le train. C'est un service. C'est des services qu'il faut mettre en avant. La restauration ou le fait de pouvoir, lorsqu'on est sur des zones qui sont des zones rurales un peu isolées, de pouvoir proposer le panier d'arrivée pour pouvoir, si l'on arrive tard, se restaurer, ça fait partie des choses qui sont des choses appréciées. Donc la valeur, ça tourne autour de ça, de l'accompagnement, éventuellement quelques prestations d'animation pour les enfants qui peuvent se substituer à des animations payantes que les gens n'auront peut-être pas forcément envie de se payer à l'extérieur de votre hébergement. Donc ça fait partie de toute la stratégie de présentation de vos offres. Clairement, aujourd'hui, si vous vous contentez de présenter des offres sèches, sans rien d'autre, sans mise en valeur, évidemment, vous allez vous faire zapper par les voyageurs parce que même s'ils font très attention à leur budget, ils n'ont pas envie de déprécier la qualité de l'expérience qu'ils auront en vacances. Et donc, un petit peu comme les Américains, ils risquent pour certains de se dire bon, si c'est pour acheter des vacances au rabais, mais une prestation au rabais, il vaut mieux pas partir en vacances et puis on verra plus tard quand la situation se débloquera. Donc, la notion de valeur, elle est très importante à véhiculer à travers vos photos, à travers vos descriptions, à travers l'intitulé de vos offres tarifaires et de pouvoir vraiment montrer toute la qualité de l'accueil que vous allez apporter, la qualité des prestations en literie, la qualité de votre débit téléphonique. On va parler aussi de tout ce qui relève du développement durable, des charges de voitures électriques, etc., etc. Tout ça, c'est le moment de le mettre en avant parce que ce sont des éléments différenciants qui vont inciter le voyageur à accepter de payer un petit peu plus cher à partir du moment où il considérera qu'il va gagner plus en valeur. Donc, ces 47% des voyageurs aussi, là-dessus, sont très, très fermes sur les prix. Ils ne consulteront pas, ils n'iront pas plus loin dans l'analyse de vos chiffres si vous ne proposez pas de tarifs flexibles. Le Covid a été un accélérateur, un démultiplicateur de présentation de tarifs flexibles, vous le savez, et les voyageurs aujourd'hui, pour plein de raisons, alors il n'y a pas que le Covid, mais aussi parce que peut-être qu'ils ont peur qu'une situation économique se dégrade, et par conséquent, ils ont peur de dépenser de l'argent en vacances, et peut-être ils ont l'intention d'annuler leurs vacances
pour garder l'argent et faire face à des contraintes financières plus fortes à la rentrée, et donc à partir de là, pour pouvoir consommer, continuer à consommer, payer leur électricité, leurs taxes, etc. etc. Puisqu'on sait qu'en gros, le budget vacances, c'est à peu près 3 000 et quelques euros hein, sur une famille normale, hein, vacances multi-séjours, hein, ce n'est pas simplement la semaine de vacances, loin de là. Donc, on sait que c'est quand même une somme pour la majorité des Français et des Européens. Et donc, il y a un souci de préserver cette somme. Et un des moyens de préserver cette somme, une fois qu'on a fait son choix, qu'on a trouvé une bonne valeur, c'est aussi de s'assurer que peut-être on peut annuler sa réservation au cas où. Alors, évidemment, pour vous, ce n'est pas du tout rassurant, ce n'est pas du tout sécurisant. Il y a une façon de convaincre les gens de rentrer dans des tarifs qui sont moins flexibles. On va les voir tout à l'heure. Mais si vous n'affichez pas du tout de tarifs flexibles sur votre site et votre moteur de réservation, vous risquez de marquer un mauvais point sur une première intention auprès de vos clients potentiels. Donc ça, c'est très important d'y faire attention, d'avoir ce que l'on appelle l'agilité tarifaire, c'est-à-dire proposer un tarif flexible, un tarif semi-flexible et un tarif très flexible. Ça ne veut pas dire que tout le monde va choisir le tarif flexible, mais en tout cas, pour celles et ceux qui s'intéressent à votre hébergement, l'absence d'un tarif flexible peut être rédhibitoire, éliminatoire. Enfin, dans les points positifs, c'est le retour progressif de la clientèle étrangère, ce qu'on appelle la clientèle frontalière, la clientèle belge en France, les Français qui vont aussi partir pour certains en Italie, certains vont partir en Espagne. Donc voilà, la clientèle européenne va revenir comme elle était déjà venue, mais elle va continuer de venir malgré l'inflation. Ça ne va pas se tarir. Il ne faut pas oublier que 80% de la clientèle étrangère qui vient en France est une clientèle européenne. Hein, donc on peut avoir les fantasmes d'aller chercher les gens aux US ou d'aller chercher les gens, pas en Chine, mais d'aller chercher les gens ailleurs. En tout cas, c'est sur cette clientèle-là qu'on peut travailler. C'est cette clientèle-là qu'il faut travailler avec des méthodes qui sont des méthodes propres à ces clientèles-là, notamment sur les moyens de paiement. J'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est en tout cas plutôt une bonne nouvelle qu'il va falloir exploiter de manière assez intelligente. Alors justement, les clients et leur comportement par rapport aux hébergeurs en 2023, quels peuvent être leurs comportements? Il y a un premier point, c'est le même budget. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, à peu près 3/4 des gens vont rester dans le même budget que celui de l'année précédente, que 2022. Donc ça veut dire qu'ils vont aujourd'hui chercher, face à des tarifs inflationnistes, où ils ont peur de devoir raboter sur la durée de séjour ou sur la qualité de leur hébergement ou la qualité globale de leur séjour ou de leur expérience, ils vont aller comparer un maximum d'offres, un maximum de tarifs, un maximum d'hébergements. Donc la comparaison, c'est quelque chose qu'on avait un peu les uns et les autres laissé de côté en disant, bon, les comparateurs de type Google, Trivago, tout ça, c'est du marketing. En réalité, aujourd'hui, il y a une augmentation hallucinante des requêtes sur ces sites. Il y a une augmentation, vous l'avez vu, hallucinante des requêtes sur vol pas cher, voyage pas cher, hébergement pas cher, etc., etc., parce que les gens vont toujours comparer et optimiser leur budget. Donc ça va être un phénomène qui fait que si vous n'êtes pas présent, notamment sur les comparateurs, vous risquez très sérieusement de passer à côté d'un très grand nombre de clients, en tout cas lors des premières étapes de leur recherche pour la préparation de leur voyage. L'autre point important, c'est une tendance très très forte, y compris dans l'hyperluxe, au niveau de l'hôtelier, c'est le all-inclusive. Alors, le all inclusive, j'ai envie de dire, vous en faites peut-être depuis des années, ça s'appelle la pension complète. Alors, c'est vrai que c'est moins sexy, pension complète, que all inclusive. Alors, pour celles et ceux qui font la pension complète, n'hésitez pas à appeler ça all inclusive, ça sera beaucoup plus sexy et ça correspond un peu plus à ce que les gens recherchent. Donc, et ceux qui ne le font pas, celles et ceux qui ne le font pas, réfléchissez à ce genre d'offre parce que c'est effectivement, notamment dans l'hébergement marchand de type hôtel, maison d'hôte ou camping, c'est exactement ce que recherche aujourd'hui de manière assez massive, et on le comprend, on sait pourquoi aussi. Ça coûte cher d'aller au restaurant à l'extérieur, donc on est peut-être prêt à payer un peu plus son hébergeur si on a une prestation sur place qui est une prestation abordable, dont la valeur justement est une valeur intéressante, plutôt que d'aller dans le restaurant à côté, ou plutôt que de dire non, l'hébergement et les restaurants potentiels, ça me coûtait cher, donc je ne pars pas en vacances. Donc il y a une tendance de fond très lourde, et soyez sûr aussi que cette tendance, elle est très très forte, parce que même l'hôtellerie de luxe s'y met. Alors ça ne veut pas dire que les riches sont moins riches, bien que, mais ça veut dire que aujourd'hui, dans le comportement du voyageur,
on ne veut plus trop se prendre la tête, on veut avoir la possibilité de pouvoir avoir tout à portée de main. L'autre point important dans toutes les tendances et toutes les études que l'on a pu lire ces dernières semaines, c'est la volonté des voyageurs de verrouiller le prix de leurs vacances. Pourquoi? Parce que dans un contexte inflationniste, on a l'impression qu'une chambre qu'on voit aujourd'hui à 100 € la nuitée, elle peut, pour des raisons inflationnistes, passer à 150 € peut-être d'ici 2 mois ou 3 mois. On sait que ces derniers mois, ces dernières années, il y avait une très forte tendance à la réservation dernière minute parce qu'il y avait de l'insécurité par rapport au Covid, par rapport aux restrictions de déplacement, par rapport à tout un tas de paramètres. Mais le last minute pouvait vous mettre en insécurité par rapport à votre remplissage. Et puis le voyageur aussi pouvait soit ne pas trouver d'hébergement parce qu'il y avait ce phénomène de voyage revanche et donc où les gens allaient s'agglutiner au dernier moment dans des hôtels, dans des maisons d'hôtes ou des campings ou des locations de vacances. Et par conséquent, risquer de retrouver soit pas de place, soit des places à des prix très chers. Donc les gens veulent verrouiller leur prix très en amont du séjour aujourd'hui. Sachez-le, ça fait partie des choses importantes sur lesquelles les gens sont prêts à consommer. Donc sur de l'offre Early Bird, les gens sont prêts à payer, à verrouiller leur séjour, voire à avoir des offres qui ne soient pas flexibles du tout, qui soient peut-être au maximum semi-flexibles. Et ça fait partie des choses intéressantes à exploiter pour vous d'un point de vue commercial et qu'il faut mixer, c'est ce qui se passe en Europe du Nord, à plus de 70% avec les fameux phénomènes de paiement 3 fois sans frais, ou aux États-Unis, c'est le buy now, pay later. Vous voulez verrouiller le prix aujourd'hui en vous disant qu'il ne va pas augmenter, vous voulez ne pas supporter d'un coup d'un seul le paiement de vos vacances, puisque vous vous y prenez tôt, je vous fais un bon prix, puisque je vous garantis ce prix et je vous donne aussi les conditions de pouvoir payer vos vacances en 3-4 fois, donc ce qui est beaucoup plus supportable pour votre budget. Donc cette combinaison-là, c'est une combinaison gagnante. On le voit aux États-Unis et en Europe du Nord pour plus de 77%. Dans les pays d'Europe centrale ou du Sud, comme la France ou l'Espagne, c'est une culture qui n'est pas encore très acquise. C'est pas quelque chose de coûteux que vous pouvez d'ailleurs, en plus c'est moins de 7% que vous pouvez répercuter sur le prix de votre client, mais l'avantage c'est que vous percevez l'argent à l'instant T. Donc ça, si vous vendez un séjour à 800 € au mois de janvier pour le mois de juin, par ces phénomènes de BNPL, vous touchez vos 800 € moins 7% 48 heures après, c'est-à-dire au mois de janvier. Le BNPL prend le risque financier que le client derrière ne le paie pas, ne rembourse pas, mais vous avez l'argent et puis vous avez votre séjour qui est garanti au prix qui est attendu. Et ça, c'est des phénomènes où là, vous voyez, l'offre et la demande, les intérêts de l'offre et de la demande se rencontrent. Et dans un contexte à la fois d'insécurité sur les prix pour les voyageurs, de précaution en termes de dépenses de sa trésorerie pour les voyageurs, mais également pour les professionnels comme vous, de sécurisation de votre trésorerie, il y a là un moyen, un compromis qui permet de faire avancer les choses et qui correspond vraiment à l'ère du temps. Donc n'hésitez pas, je vous recommande de lire aussi les brochures Eloa et le blog Eloa sur ces phénomènes qui fonctionnent très bien et vaut mieux plutôt les utiliser avant qu'une réglementation forte ne parvienne sur ces sujets. Donc ça, c'est des tendances importantes. L'autre grosse tendance, c'est la tendance du hors-saison. Alors, on a pu entendre pendant des années comment on régule, comment on fait venir des clients hors saison, comment on travaille sur les ailes de saison. Il y a plein de gens qui se sont arrachés les cheveux là-dessus. Beaucoup d'argent public a été dépensé dans des concepts marketing plus ou moins fumeux pour attirer les gens hors saison. L'inflation a un peu réglé le sujet, c'est-à-dire que quand vous avez le même budget que l'année précédente et qu'en pleine saison, ce budget il vous donne droit à moins de prestations que l'année précédente, vous dites peut-être que soit on ne part pas en voyage, soit on va partir en voyage sur des périodes qui sont des périodes qui vont nous coûter moins cher parce que les prix à l'unité sont moins élevés, parce que c'est de la hors-saison. Donc les ailes de saison, printemps, automne, hiver, sont des ailes de saison qui aujourd'hui, sur tous les continents où le voyage est une industrie importante, sont des saisons sur lesquelles ça fonctionne très fort. Donc, il ne faut pas les négliger. À l'époque, quand on faisait le plein pendant l'été, pendant les saisons hautes en hiver, c'était pas forcément intéressant de travailler sur ces saisons. Aujourd'hui, ça a vraiment de l'intérêt parce qu'il y a une demande croissante de la part d'un public qui est prêt à partir hors des sentiers battus, hors de la saison haute pour pouvoir optimiser l'exploitation de son budget vacances avec des tarifs à la nuitée moins élevés. L'autre paramètre, c'est le mix hébergement, c'est-à-dire
On appelle ça le mix hébergement, mais c'est plutôt le fait que les frontières deviennent très floues aujourd'hui entre les hébergements de type marchand, hôtel, camping, maison d'hôtes, gîtes, et les hébergements de type STR, donc short-term rental, c'est-à-dire les locations de vacances. Et on voit que les clients qu'on pensait définitivement acquis aux hôtels vont vers de la location de vacances, peut-être pour des raisons budgétaires. Et les gens qui ont appris à voyager ou qui ont multiplié les occasions de départ parce qu'ils considéraient que les locations de vacances étaient plus abordables pour eux, vont de plus en plus vers les hébergements marchands. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs phénomènes. Il y a un premier phénomène, c'est un phénomène de déceptif. C'est-à-dire que les gens sont allés des fois faire de la location chez le particulier parce que c'était moins cher que l'hébergement marchand, mais ils se sont rendus compte que c'est moins cher, mais il y a moins de services. Je parlais à bagagerie tout à l'heure, je parle de l'accueil humain aussi, je parle des renseignements qui sont donnés, je parle de la qualité aussi des hébergements. Donc, ils se sont rendus compte que c'est moins cher, mais c'est moins bien. Et donc, quelquefois, il faut savoir accepter de payer le prix pour avoir une prestation d'hospitalité à la hauteur de ce que l'on attend lorsqu'on part en vacances. Donc, ça, c'est un premier phénomène qui amène les gens de plus en plus des locations de vacances vers les hébergements type marchand. Alors, les locations de vacances, ça ne veut pas dire que tout est mauvais, que c'est du bas niveau. Non, il y a malheureusement dans la masse, il y a beaucoup de particuliers, il y a beaucoup de gens qui font ça de manière purement accessoire, quelques semaines par an, on appelle ça les occasionnels. Ça permet de payer les frais de syndic, ça permet de payer les travaux de l'appartement, mais ce n'est pas une activité professionnelle ou ce n'est pas une activité de rentabilité locative. Donc, bon, le truc est fait un peu par-dessus la jambe. Et quand un client tombe là-dessus, évidemment, il a quand même une forte probabilité d'être déçu. Quand il va dans une location de vacances, entre guillemets, professionnelle, avec quelqu'un qui vit de ce métier-là, qui va chercher du client, évidemment, il a une déception qui est sans rapport, voire il n'a pas de déception du tout, parce que la qualité de l'accueil et de l'hébergement est là aussi. Donc, il y a ce phénomène qui est un phénomène très fort et qu'on peut constater par les avis qui sont émis sur les réseaux sociaux, sur les forums, et puis aussi, on le voit à travers les consommations, les réservations qui sont faites sur ces hébergements. Pareil pour les gens qui sont à l'hôtel, qui vont, dans une moindre mesure, migrer sur des locations de vacances parce qu'ils veulent chercher à optimiser leur budget, qui sont des consommateurs réguliers, et donc ils veulent optimiser leur budget, que pour eux, ils savent, ils sont assez conscients de ce qu'ils vont perdre en termes de services d'hospitalité, mais ça fait partie de quelque chose qui ne sera pas déceptif pour eux, puisqu'ils partent d'une expérience qu'ils connaissent bien. Enfin, le troisième phénomène qui explique ça, vous l'avez tous vécu, c'est qu'aujourd'hui, vous avez deux grands opérateurs dans le monde. Il y en a quatre, mais vous en avez deux qui s'appellent Booking et Airbnb. Et Airbnb ne vend pas que de la location de vacances, mais vous propose maintenant aussi de l'hôtel. Donc, si vous êtes un hôtelier, il ne faut pas hésiter à aller vous distribuer sur Airbnb parce que ça vous ouvre une clientèle importante. Et pareil pour les gens de Booking, on pensait que Booking, c'était que l'hôtel. En réalité, Booking, c'est de plus en plus de location de vacances. Et donc, les clients qui sont habitués à réserver sur ces deux plateformes voient bien que de manière assez fluide, ils peuvent sélectionner ou être attirés aussi bien par un hôtel que par une location de vacances. Après, on verra, il y a un autre phénomène qui est lié au tarif, puisque vous le savez, à partir de cette année, Airbnb va afficher enfin un tarif complet, le tarif global, dès sa page de recherche. Ça va changer beaucoup, beaucoup de choses, puisque jusqu'à présent, quand vous alliez sur Airbnb, vous aviez un tarif qui était le tarif sec de la nuitée. Puis après, quand vous rentriez dans le détail, il y a oui, mais là, il faut rajouter le ménage, là, il faut rajouter l'ouverture de la porte, là, il faut la location du linge. Et puis, au final, le tarif était beaucoup plus élevé, voire des fois plus élevé que dans un hébergement marchand. Désormais, l'un des cofondateurs de Airbnb a dit que tout ça, c'était effectivement une aberration. Donc, c'est en train de changer et ça change à très, très grande vitesse. Et donc, du coup, les tarifs des hébergeurs marchands sur Airbnb ou hors Airbnb deviennent beaucoup plus compétitifs que ne l'étaient les tarifs des locations de vacances qui, jusqu'à présent, s'affichaient hors prestations, quasiment hors taxes, hors frais de dossier sur une première intention. Donc, il y a un regain d'intérêt pour les hébergements marchands parce que pour le consommateur qui s'arrêtait qu'au premier prix sur la liste de résultats, pour lui, évidemment, c'était beaucoup moins cher que l'hébergement marchand. Donc ça, c'est très important. C'est un mouvement qui va beaucoup bousculer les habitudes des consommateurs en 2023 et ça va forcément profiter aux hébergeurs marchands qui, eux, affichaient depuis toujours, historiquement, des tarifs tout inclus, taxes inclus, prestations de ménage incluses, etc., etc.
Donc, je parlais tout à l'heure du all inclusive, ça c'est vraiment important. Et puis, il y a une autre tendance qui est alors, beaucoup plus confidentielle, mais qui va certainement se mettre en place de plus en plus en Europe. Hein. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Elle est inspirée un petit peu des compagnies aériennes à la Ryanair ou à la EasyJet, où on vous dit, bah voilà, tu peux acheter un tarif quasiment sec, quasiment mono, enfin on va dire monoproduit, c'est l'hébergement chez moi, mais tu peux rajouter tel service, un check-in plus tôt, un check-out plus tard, une prestation, donc c'est des suppléments. C'est par exemple une des innovations que vous allez avoir dans Eloa à partir de ce printemps. Et donc c'est pour permettre d'atteindre des clientèles à qui vous allez pouvoir proposer de customer et de personnaliser son prix au-delà du simple prix de la chambre. Alors, ça s'appelle les suppléments, on va dire de manière assez classique dans l'univers de la location de vacances, mais ça ne sera pas du supplément obligatoire, sinon c'est de l'option. Donc, ça fait partie des choses qui vont évoluer, mais encore une fois, c'est une tendance qui est purement secondaire, mais qui est vraiment calée sur ce qui se passe dans l'aérien. Et on voit bien que dans l'aérien, ça cartonne puisque ça représente ces suppléments, c'est 40% du chiffre d'affaires de ces grosses compagnies. Donc, à partir du moment où on n'impose pas tout au client, à la différence du all inclusive, mais on lui permet aussi de construire sa propre tarification, il y a de l'intérêt pour la part des consommateurs. Alors, les autres tendances et les concepts à la mode en 2023, sur lesquels vous pouvez ou pas vous positionner, d'abord, il y a le durable. Alors ça, est-ce qu'il faut se positionner? Évidemment. Alors, pas à n'importe quel prix et pas en disant n'importe quoi. La notion de durable est la notion star de 2023. C'est sûr qu'on est dans un contexte inflationniste, c'est vrai que les gens veulent dépenser de moins en moins, mais ils veulent voyager de plus en plus propre. Et donc, on voit bien que sur les études notamment de Booking, il y a une étude menée sur 32 000 personnes à travers le monde. L'année dernière, 61% des gens déclaraient qu'ils voulaient voyager éco-responsable, éco-durable, aller moins utiliser l'avion, aller dans des établissements, des hébergements qui ont pris des mesures sérieuses, concrètes pour la protection de l'environnement, au niveau des eaux, au niveau de la gestion de leur énergie, de leur éclairage, au niveau de l'alimentation, par exemple en circuit court, des fournisseurs avec lesquels ils travaillent, etc., etc. Enfin, donc là, il y a une tendance très, très lourde de la part des consommateurs. En revanche, les consommateurs disent, bah, nous, on est prêt à consommer ce genre de produit, mais on est 54% à peine à pouvoir distinguer dans des annonces ou dans des sites Internet si l'hébergement en question joue la carte du durable et sur quoi précisément il la joue. Ça, c'est important. Vous voyez, par exemple, on se rend compte aujourd'hui, effectivement, en regardant certaines annonces, qu'il y a une forme de négligence de la part des hébergeurs à mettre en avant de manière précise, de manière exhaustive, tout ce qu'ils font pour que leur hébergement soit considéré comme un hébergement durable et que ça rentre en ligne de compte dans le choix du consommateur. Donc ça, c'est une tendance très, très lourde qui est aussi appuyée par des gros distributeurs comme Booking. Hein. Booking, par exemple, a lancé son badge de voyage responsable. Et ce badge-là de voyage responsable, aujourd'hui, il ne concerne que 15% du listing de Booking. Il va être en progression, mais en tout cas, les établissements marchands ou non marchands qui peuvent revendiquer ce stage de voyage responsable sont valorisés chez Booking, qui est quand même le premier distributeur en Europe. Donc, ça fait partie des choses importantes à valoriser. L'autre point, c'est le bien-être. Alors, le bien-être, on peut dire et entendre beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement le fait d'installer chez vous, et c'est tant mieux si c'est déjà le cas, des salons de massage ou de méditation, mais on voit aujourd'hui que dans l'univers du voyage, il y a cette notion de permanxiety qui est régulièrement, qui revient sur le devant de la scène. C'est cette anxiété permanente, cette forme de lassitude permanente qui touche aujourd'hui une grosse part de la population mondiale après 2 ans de Covid, avec après ce Covid un conflit en Ukraine, avec une inflation généralisée, une insécurité économique quant au futur. Donc il y a et ça touche toutes les tranches d'âge et ça touche toutes les catégories sociales. Donc le besoin de bien-être, ce n'est pas simplement que des papouilles, c'est le fait de pouvoir communiquer plus sur l'émotion que vous allez procurer à vos clients, une émotion où ils vont pouvoir se poser, ils vont pouvoir méditer ou pas, ils vont pouvoir accéder à un catalogue de services à travers lesquels vous allez contribuer à leur bien-être ou à travers ne serait-ce que les services que vous allez inventer, par exemple une eau filtrée d'accueil avec des concombres, des trucs comme ça, des verveines, des tisanes, enfin j'en sais rien, ça va vraiment
de choses très, très simples à des choses beaucoup plus subtiles ou beaucoup plus performantes, comme de passer un deal avec un massothérapeute autour de chez vous qui va peut-être venir proposer des sessions dans votre établissement. Voilà, mettre en place aussi dans l'établissement de l'encens, enfin, ou des odeurs qui font qu'on rentre, on se sent un peu mieux. Voilà, donc cette notion-là, c'est pas la notion de je fais du sport à fond, je transpire pendant 3 heures, mes vacances, c'est à fond la forme, c'est j'ai vraiment besoin qu'on me prenne en charge, j'ai vraiment besoin que on communique sur mes émotions à moi de voyageur, et donc plus que sur la marque d'ailleurs. Les grandes marques hôtelières se sont rendues compte, après avoir fait un sondage assez poussé, toutes, hein, chacune de leur côté, que finalement, les consommateurs s'intéressaient plus à l'émotion qu'ils allaient avoir dans les établissements qu'à la marque dans laquelle ils allaient réserver. Et notamment les grandes chaînes comme Accor ou des chaînes comme Marriott qui ont du multimarque se sont rendus compte que c'était transversal, quelle que soit la marque ou la gamme, que ce soit de l'économique ou du luxe, les gens s'intéressent d'abord à l'émotion qu'ils vont avoir. Ça va au-delà du terme d'expérience. L'expérience, c'est est-ce que j'ai été bien accueilli, est-ce que l'endroit est sympa. Bon. L'émotion, c'est j'arrive avec quoi, avec quelle charge émotionnelle et je repars avec quelle charge émotionnelle. Donc ça, c'est important dans vos communications de jouer parce que c'est vraiment la deuxième plus grosse tendance qu'on voit au plan mondial. L'autre tendance, c'est la tendance qu'on pensait un peu gadget du digital nomade. Le digital nomade, c'est vraiment celui qui va ou celle qui va venir travailler chez vous pendant 2 jours, une semaine, qui va s'héberger, qui va se positionner et qui va travailler comme ça à distance de chez lui. Ce marché-là n'est pas un marché anecdotique, hein. C'est un marché qui, pour peu qu'il figure parmi vos offres avec des offres assez claires, même si vous ne les vendez pas, mais l'essentiel, c'est d'expliquer que vous avez aussi ce genre de capacité à accueillir quelqu'un sur des délais un peu plus longs, à lui donner les connexions qu'il faut pour qu'il puisse travailler dans les bonnes conditions, un espace adapté pour pouvoir sortir de sa chambre et pouvoir travailler aussi chez vous dans des bonnes conditions. Ça, c'est un marché. Alors, tout le monde ne va pas forcément se précipiter sur ce marché. Tout le monde n'y a pas intérêt, mais sachez que c'est un marché en très nette progression. Alors, le nouveau concept, c'est le slowmad. Le slowmad, c'est celui qui est un digital nomade, mais qui va rester plus longtemps chez vous, qui va pas faire simplement un point sur 4 ou 5 jours. Il va vraiment se poser plusieurs semaines. Et d'ailleurs, on le voit, Airbnb a constaté que les séjours de plus de 28 jours étaient en la partie, le segment de marché qui progressait le plus dans son offre en 2022. Donc, il y a vraiment cette notion de slowmad et de bleisure. Alors, bleisure, ça fait beaucoup de termes anglais, pardon hein, pour ces anglicismes, mais bon, voilà. Donc, le bleisure ou le voyage mixte, c'est la capacité de partir en voyage professionnel et d'enchaîner sur un week-end ou de commencer par un week-end et d'enchaîner sur un voyage professionnel. C'est 2 employés sur 5 en moyenne qui réclament aujourd'hui à leurs employeurs de pouvoir actionner du bleisure et on le voit sur d'autres, je vous montrerai tout à l'heure une courbe, c'est le secteur qui explose le plus. Il y a ce qu'on appelle la Zoom fatigue aussi. On voit bien que sur le marché des réunions, des team building, c'est un marché qui est en train de progresser parce que les gens en ont marre de faire des Zooms à 3, 4, 5, rester dans leur bureau. Donc, il y a besoin de sortir des bureaux, il y a besoin de se retrouver dans des lieux d'hébergement où tout est prévu pour pouvoir travailler, discuter, se détendre, partager des moments. Et ce marché sur les accueils de 0 à 32 personnes est le marché qui a le plus progressé sur les 2 derniers trimestres avec 515% de progression. Donc là, c'est pareil. C'est un marché que tous les hébergeurs ne sont pas en mesure d'adresser, mais en fonction des tailles, bien sûr, de vos salles de réunion, quand vous avez des salles de réunion, en fonction de vos hébergements. Mais c'est un marché qu'on peut aller chercher sur des entreprises locales, qu'on peut aller travailler sur des entreprises à moins de 3 heures ou 4 heures de chez soi, voire sur des entreprises à l'étranger si vous avez des lignes low cost qui arrivent régulièrement chez vous. Donc ça, c'est un segment important et on le voit que sur les business trips qui ont contenu un week-end, selon les derniers sondages, on voit bien que c'est un segment qui est en très très forte progression. Donc, ce n'est pas anecdotique du tout, ce n'est pas gadget. Quand vous avez les équipements, quand vous avez les salles ou si vous avez la possibilité à travers je ne sais pas, votre municipalité, un partenaire à côté, d'avoir des salles de réunion à mettre à disposition à vos clients, vous pouvez bâtir des offres bleisure et qui attirent du monde. Les must-have pour 2023, et ce que j'appelle moi le minimum vital, hein, c'est-à-dire si vous ne l'avez pas, 2023, c'est un risque que vous passiez sérieusement sous le nez, c'est Google d'abord, puisque c'est par là que commence
le séjour, on fait sa recherche avec des mots-clés sur Google. C'est comme ça, on est des milliards sur Terre à faire ça tous les jours. Et donc, la première des présences que vous devez avoir, c'est Google. J'ai envie de dire, c'est même plus important encore que votre site Internet, même s'il vous faut un site Internet, absolument, pour trouver plus d'informations, mais il faut être présent sur Google. Et vous avez vu, pour celles et ceux qui ont suivi toute actualité Google et Eloa, notamment sur 2022, que Google propose aujourd'hui, dès sa page Google My Business, de proposer votre réservation directement et vos tarifs et vos disponibilités sur la première page Google et sur la page Google My Business. Ça, c'est majeur. Si vous n'y êtes pas, vous êtes invisible du marché et c'est vraiment le segment sur lequel ça progresse et en plus, ça coûte zéro. Alors, là, pareil, je vous invite à aller consulter les brochures sur Google. N'hésitez pas à discuter avec vos conseillers Eloa pour celles et ceux qui sont clients Eloa. Ça coûte 0% parce que Google ne prend pas de commission. Ça fait des années que ça dure sur ce service-là et ça va durer encore longtemps. Google a rassuré les professionnels sur cet objectif-là, sur cette intention-là. En revanche, sachez que c'est un service qui cartonne auprès des internautes et c'est un service qui cartonne auprès des hébergeurs qui mettent leurs offres, leurs disponibilités, leurs tarifs en ligne sur Google. En moyenne, c'est une réservation toutes les 22 consultations de votre page Google My Business. Donc, ça fait un taux de conversion quasiment de 6%, c'est-à-dire le double de booking pour 0% de commission. Vraiment, je vous encourage à le faire, mais ne le faites pas trop tard parce que les recherches, elles commencent maintenant. Les comparateurs, j'en ai parlé tout à l'heure, les voyageurs veulent préserver leur budget, veulent optimiser leur budget. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir de plus en plus les comparateurs. Il y en a deux en Europe qui se cartonnent, c'est Trivago et TripAdvisor. Trivago vous permet d'afficher directement le tarif de votre hôtel, de votre location de vacances sur Trivago. Gratuitement aussi, vous pouvez après payer des prestations, vous voulez vous positionner en première position, deuxième position. Il y a toujours un modèle économique qui peut être payant dans ces modèles-là, mais l'entrée de base, c'est gratuit et vous pouvez le faire directement depuis votre compte Eloa, je le rappelle, pour celles et ceux qui sont clients de Eloa. Donc, ça, c'est majeur et ça vous permet d'afficher sur les comparateurs votre tarif direct. Et il faut savoir que sur les comparateurs aujourd'hui, les hébergeurs qui vont sur les comparateurs parviennent à afficher 95%, dans 95% des cas, un meilleur tarif que celui qu'il propose sur l'OTA. On le voit ici. Je suis à 126 € la nuitée contre 155 €. Si je suis un client lambda, évidemment, quand je peux réaliser quasiment 29 € d'économie à la nuitée, je n'hésite pas une seconde. Je clique sur le bouton du site de l'hôtel et je vais réserver directement sur le site de l'hôtel à ces conditions. Donc ça fait partie des choses. Quand on se met à la place du consommateur, on se dit, oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Et donc la question, c'est pourquoi vous ne le faites pas si vous ne l'avez pas encore fait? Il faut vraiment le faire. Parce que si vous ne le faites pas, là, pareil, si vous n'êtes pas sur Google, si vous n'êtes pas sur les comparateurs, ça va être compliqué d'aller choper du client sur Internet sur 2023. Airbnb et Booking, c'est les deux ténors. Il y a aussi Expedia et Vrbo, j'en reparlerai. Mais il faut être présent sur Airbnb et Booking, quel que soit votre métier d'hébergeur, marchand, non marchand, hôtel, maison d'hôte, location de vacances. Pourquoi? Parce que ces deux grands portails vous accueillent, quelle que soit, je dirais, votre typologie d'hébergement, parce qu'ils ont une demande de la part des clients, de leurs guests pour Airbnb, des clients pour Booking, d'avoir un catalogue très très large qui ne soit pas que des hôtels ou des maisons d'hôtes pour Booking, qui ne soit pas que des locations de vacances pour Airbnb. Donc il faut y aller et il faut aussi vous afficher si possible, on l'a vu tout à l'heure, avec le fameux badge durable et travailler toujours vos 6 premières photos. Si vous avez, j'en sais rien, une borne de recharge de véhicules électriques, parce que c'est la grosse tendance, déplacez vos photos dans Booking et dans Airbnb et faites en sorte que votre borne de recharge électrique, elle apparaisse dans les 6 premières, puisque ce sont les 6 premières photos sur ces portails qui font la différence en termes de valorisation de votre établissement. Donc ça, c'est très important de temps en temps d'aller actualiser la hiérarchie de vos photos en fonction de la saison, en fonction des événements. Notamment 2023, il va y avoir la Coupe du Monde de rugby. Il y a pas mal de territoires qui sont concernés par la Coupe du Monde de rugby. Donc, n'hésitez pas à montrer que vous n'êtes pas loin d'un stade, que vous n'êtes pas loin d'un endroit dans lequel se dérouleront un événement. Et pour Airbnb, il y a ce qu'on appelle les catégories. C'est un nouveau filtre, un nouveau service qui a été lancé par Airbnb en 2022, donc qui vous catalogue hébergement insolite, château, les pieds dans l'eau, ce genre de choses. Là, c'est pareil. Il faut travailler la qualité de votre ou vos catégories pour pouvoir vous afficher dans ces présélections qui sont extrêmement populaires auprès des utilisateurs de Airbnb. Sur les réseaux sociaux,
Alors, TikTok, on n'est pas forcément tous d'une génération de TikTok, moi le premier, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 34% des inspirations de voyage et de tourisme à travers le monde. Donc, c'est quand même quelque chose qui est majeur. On n'a pas tous les compétences pour apprivoiser TikTok. Les codes de TikTok sont souvent des vidéos, des trucs très, très courts, mais ça fonctionne bien et ça fonctionne fort, que ce soit pour parler de votre établissement ou de votre destination. Instagram, évidemment, incontournable pour véhiculer cette logique d'émotion à travers de la vidéo, des photos. Voilà, les gens se divertissent en regardant Insta et cherchent beaucoup d'inspiration de voyage, de décoration, d'inspiration cuisine. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas simplement obligé de montrer vos chambres. Si vous avez des choses à montrer dans votre cuisine, si vous avez des choses à montrer dans votre environnement, c'est l'occasion de le faire à travers Insta et Facebook, parce que Facebook vous permet d'adresser vos clientèles locales. C'est très important. On néglige souvent les gens qui vont chercher une maison d'hôte, plusieurs chambres pour accueillir des parents, des amis à l'occasion d'un mariage, d'une rencontre familiale, d'un événement entre amis. Donc, cette clientèle locale est mature. Pardon, mais c'est vrai que Facebook adresse plutôt la clientèle mature. Cette clientèle locale et mature, c'est vraiment par le biais de Facebook que vous pouvez l'atteindre à travers des groupes, à travers des audiences similaires, à travers des choses qui sont, à travers des leviers que vous offre Facebook. Si vous ne comprenez rien aux réseaux sociaux, ce qui est tout à fait normal, ou si vous avez le sentiment de ne pas bien maîtriser les réseaux sociaux, je vous recommande de scanner ce QR code et de participer, c'est gratuit, au campus France Tourisme, qui va vous donner, à travers des vidéos, à travers des cours très très simples, les règles de base pour pouvoir maîtriser la promotion de votre hébergement touristique sur les réseaux sociaux. C'est le campus France Tourisme, hein, c'est BPI, c'est France Relance et l'État, et c'est vraiment très bien fait. Ça va vous donner, avec un coach personnel, l'occasion de maîtriser avant la saison ces sujets qui sont des sujets majeurs pour pouvoir, à moindre coût, faire la promotion de votre établissement, de votre savoir-faire. Point majeur aussi, parmi les must-have, c'est la sécurisation des paiements des clients. On a parlé de la flexibilité tarifaire, mais les gens veulent aujourd'hui être certains qu'ils s'adressent à un établissement sur lequel, lorsqu'ils vont payer, ou que ce soit en ligne ou hors ligne, que les choses soient faites de manière sécurisée. L'autre point important, c'est que les voyageurs, notamment européens, s'intéressent beaucoup au fait que vous soyez capable de gérer du multi-support. En clair, si vous voulez cibler la clientèle belge, sachez que la clientèle belge, elle paye essentiellement avec du Bancontact. Bancontact, c'est un système qui est propre à la Belgique. Sofort, Ideal, c'est l'Allemagne, c'est les pays nordiques. Si votre système de paiement, et je vous invite à tester Stripe, c'est gratuit, vous permet de les avoir, ce qui est le cas avec Stripe, à partir de là, vous pouvez rassurer 42% des clients qui disent moi, je suis prêt à venir, mais si on accepte mon moyen de contact à moi, parce que je ne paye pas en Visa, je ne paye pas en Mastercard, je ne paye pas en Amex. Et donc, quand un prestataire, un professionnel accepte mon système de paiement à moi, qui ne va pas représenter un coût supérieur à une carte bancaire classique, à ce moment-là, ça me rassure et ça m'incite à réserver chez lui. Et le multidevise, il ne faut pas l'oublier aussi, ça fait partie des choses qui importent les consommateurs. Ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Là, pareil, je vous invite à regarder ce qui se passe du côté de la connectivité. Et c'est ce qui vous permet d'avoir un taux de conversion plus important, parce qu'au final, on sait bien que ça coûte d'aller chercher les gens à travers les réseaux sociaux, de faire de la pub, de leur envoyer des newsletters, de les faire venir sur Google, sur votre site Internet, sur votre moteur de réservation, de les faire déambuler dans votre moteur de réservation. Mais si à la fin, quand ils ont fait le panier, vous n'êtes pas rassurant sur le modèle de paiement, évidemment, le consommateur s'en va, il quitte votre moteur de réservation, votre site, et il ne reviendra pas. Et soit, s'il tient vraiment à venir chez vous, il ira vous réserver chez Booking, parce que Booking va le rassurer de ce côté-là, soit il ira chez un de vos confrères ou de vos concurrents. Donc ça, c'est important aussi. Ces notions de paiement sécurisé sont importantes, hein. Ce n'est pas un truc nouveau, ce n'est pas pour 2023, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça, qui sort du chapeau, mais c'est maintenant de plus en plus ancré avec l'essor global du e-commerce dans les exigences des consommateurs. Les mutations, je termine là-dessus, économiques et réglementaires par rapport à l'hébergement. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'embuscade des locations de courte durée.
c'est quelque chose qui risque de bouleverser votre environnement concurrentiel. Pourquoi? Parce que l'immobilier baisse, les gens vont moins vendre, ils vont se répercuter un petit peu plus sur la location. L'inflation est là, il va falloir générer un peu plus de revenus. Les gens qui ont un appartement en bord de mer qui, jusqu'à présent, n'était pas du tout chaud pour les mettre en location, vont les mettre en location parce qu'il faut mettre du beurre dans les épinards, il faut mettre même déjà que des épinards avant le beurre. Donc, il va falloir aller chercher des revenus complémentaires. Et donc, cette arrivée massive de location de vacances chez les particuliers va bouleverser le marché. On appelle ça le Airbnb bust, c'est-à-dire vraiment, aux États-Unis, c'est un constat qui s'est fait avec un an d'avance. Il y a eu 6 millions de listings supplémentaires sur Airbnb avec des gens qui avaient besoin de louer leur appartement, de le sous-louer. Et donc, ça a eu une tendance à faire baisser d'abord les prix, et puis ça a dilué toutes les offres dans cette masse de nouvelles offres, au point que certains professionnels qui vivaient beaucoup des réservations Airbnb ont vu les volumes de réservations Airbnb baisser. Donc ça, c'est un phénomène auquel il faut s'attendre pour 2023. L'autre point important, c'est la régulation européenne par rapport aux locations de vacances, puisque l'Europe, pour les lecteurs réguliers du blog, vous le savez, veut réguler ce marché parce qu'elle considère que c'est un marché qui, comme je viens de le dire, peut déséquilibrer l'écosystème de l'hébergement marchand. Donc, il va y avoir une forte régulation avec d'obligations de déclaration des propriétaires pour la location auprès des différents États. Et tout ça va être également contrôlé à travers les listings d'opérateurs comme Airbnb, comme Vrbo, c'est l'ex-HomeAway, et Abritel, ou des gens comme Booking. Donc, il va y avoir des contrôles qui vont être faits, donc ce qui va plutôt un peu compenser ce que je vous disais en première intention. Et enfin, l'application de la décence thermique, donc chez les loueurs de meublés, qui sont aussi concernés que ceux qui vont faire de la location longue durée. C'est-à-dire que si l'appartement ou la maison n'est pas aux normes de décence thermique depuis le 1er janvier édictées par l'État, ils n'ont pas le droit de les mettre en location saisonnière. Et donc, il y aura des contrôles assez durs qui vont être lancés a priori dans le courant de l'année 2023. Et après, vous avez vu l'évolution du plafond fiscal sur les loueurs en meublé professionnel. Donc, je pense que vous êtes très au courant par rapport à ça, mais n'hésitez pas s'il y avait des questions. D'ailleurs, il y aura un sujet particulier là-dessus dans le blog. Donc, vous voyez une année 2023 qui va être qui est floue aujourd'hui à analyser, mais enfin, on a dressé en l'espace de moins d'une heure quelques pistes qui sont des pistes rationnelles, qui vous permettent de vous positionner. L'essentiel aujourd'hui, c'est de faire son travail sur le plan digital. Il ne faut pas se rendre invisible, au contraire, il faut se rendre encore plus visible. Et une fois qu'on est visible, il faut qu'on soit visible avec des offres qui développent une valeur intéressante pour le consommateur, avec des biais de paiement en plusieurs fois, des biais de sécurisation de paiement, des flexibilités tarifaires qui vont rassurer aussi le consommateur. Et dans ce contexte-là, vous ferez l'essentiel pour être parmi les premiers à attirer les clients chez vous, à sécuriser votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est fondamental. C'est le rôle qu'on se donne toujours au niveau de Helloa, c'est aider les professionnels du tourisme comme vous à développer vos revenus, à rester autonome par rapport aux gros distributeurs, à garder le maximum de marge. On se bat pour ça à vos côtés et je sais que vous nous choisissez aussi pour ça. Et je vous remercie de toute la confiance que vous nous accordez. Voilà, j'ai terminé. Je vais pouvoir répondre à vos questions, évidemment, s'il y en a. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser la fonction questions et réponses. On me demande par exemple, est-ce qu'on a une analyse en fonction des catégories sociales des voyageurs ou de la classification de l'hébergement? Non, on n'a pas ce genre d'analyse aujourd'hui sur les catégories sociales. On sait que s'agissant notamment des attentes en matière de tarification et de durable, c'est vraiment assez général, en tout cas sur les analyses qui sont faites ou les enquêtes qui sont menées sur 32 000 voyageurs en moyenne par des gens comme Airbnb. Je crois, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quels sont les supports que vous conseillez pour communiquer sur tous nos points forts? Évidemment, votre site Internet, c'est essentiel. Votre page Google My Business, puisque vous savez, soit en direct, soit à travers la synchronisation, pour ceux qui sont clients de Helloa, vous pouvez pousser depuis votre compte Helloa des news et des posts sur votre page Google My Business. C'est là qu'il faut montrer que vous travaillez sur tout ce qui est durable, sur la qualité de votre accueil, sur les prestations nouvelles. C'est là, en premier lieu, que tout ça va se voir. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde, est-ce que j'ai raison d'augmenter moi aussi un peu mes tarifs? Alors, dans le contexte actuel, je dirais pas vraiment, sauf si
vous faites une offre, comme je disais tout à l'heure, qui consiste à dire réservez maintenant pour cet été, bloquez votre tarif qui va être un tarif correct, on va dire, dans lequel vous allez être dans la réalité de votre tarif sans le baisser. Proposez, si vous le souhaitez, du paiement en plusieurs fois sans frais, ce qui rassure le client, parce que le client aujourd'hui, il est prêt à payer un peu plus cher s'il a de la valeur. Mais par exemple, proposer à quelqu'un de payer son séjour en 3 ou 4 fois, de manière sécurisée sur Internet, c'est une valeur. C'est tenir compte du fait que il n'a pas forcément envie de sortir tout son cash au mois de janvier et en même temps sortir sa réservation, bloquer sa réservation en janvier pour le mois de juillet prochain en étant certain de fixer son tarif, ça fait partie de ses priorités. Donc, vous pouvez augmenter vos tarifs aujourd'hui, mais en les assortissant d'une clause de paiement, de blocage du prix, de blocage de la réservation sur une semi-flexibilité. Ça peut fonctionner évidemment et ça fonctionne d'ailleurs. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je regarde. Alors, du coup, peut-on changer pension complète en all inclusive sur Eloi, Nathalie? Oui, bien sûr, ça va faire partie des choses que vous allez voir arriver dans les prochaines semaines avec énormément de nouveautés qui vont vous permettre de booster votre business et vos affichages. Laurent nous dit comment avoir les différents tarifs sur la fiche Google. Je n'ai que mon tarif. Effectivement, Google, pour l'instant, selon votre catégorie, selon que vous soyez hôtel ou maison d'hôte, ne va afficher que le prix à partir de le meilleur tarif disponible. Pour l'instant, c'est comme ça. Et ensuite, ils sont en train de faire évoluer leur connecteur. Mais pour l'instant, effectivement, vous allez pouvoir afficher que le tarif qui accroche bien en termes de tarification. Serge, avez-vous prévu de développer le CRM Eloi pour segmenter, envoyer des emailing? En fait, vous pouvez le faire d'ores et déjà. Vous pouvez créer dans le CRM Eloi des listes de cibles qui vont se synchroniser avec votre routeur qui est Mailchimp ou Campaign Monitor et ça fonctionne très bien. N'hésitez pas à contacter le support qui peut vous organiser un petit onboarding par rapport à ça. Qui sont les vacanciers des 47% qui ne réserveront plus si les tarifs ne sont pas flexibles? C'est les Français et les Européens par extension, mais les Français font partie de ceux qui sont les plus à cheval sur la notion de flexibilité. Pouvez-vous préciser la différence entre options et suppléments? Alors ça, c'est un vrai sujet, Jean-François, parce qu'effectivement, on a souvent dans l'univers de la location de vacances des propriétaires qui nous disent « moi, je veux que mes options soient obligatoires ». Donc, c'est un supplément. Ça veut dire que c'est une option c'est un supplément alors que je vais imposer à mon client ou que le client va pouvoir associer. L'option, ça ressemble un peu aussi à ça, mais elle n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, c'est peut-être pas clair ce que je vous réponds, mais en termes de rhétorique, il y en a un qui est obligatoire, c'est le supplément qui s'impose. Nous, on va rajouter ce qu'on appelle en fait, on va inverser la rhétorique au niveau de l'option qui va permettre de composer son tarif en fonction de ce que les gens veulent vraiment utiliser. Ensuite, nous avons, du coup, je peux changer pension complète, bien sûr. La loi sur les passoires thermiques, Gaël, concernant les locations saisonnières, a-t-elle effectivement été votée? Alors, c'est un règlement, hein, c'est un arrêté. Oui, effectivement, la réponse ministérielle, en fait, a été rendue. Donc, effectivement, les locations saisonnières sont concernées par les passoires thermiques. Nous sommes propriétaires, Cédric, de gîtes 5 étoiles. La tendance est-elle la même sur le créneau du haut de gamme? Absolument. Voilà, ça touche vraiment tous les créneaux. Donc, ce que je vous ai dit là est valable pour tous les créneaux, puisqu'on le constate partout, et y compris dans l'hôtellerie. Climatisation ou hébergement durable, sacré dilemme, nous dit Brigitte. Oui, vous avez bien raison. Donc, je vous laisserai le résoudre et puis n'hésitez pas à nous le faire partager si vous avez des réponses de ce côté-là. Concernant la borne électrique étant gîte, devons-nous faire payer la charge au locataire? Alors ça, c'est aussi à vous de décider, c'est un point commercial. Si le tarif, après tout, est un tarif très intéressant par rapport à ce qu'un propriétaire de véhicule électrique peut trouver sur l'autoroute ou dans des bornes avoisinantes, il faut peut-être le proposer de manière payante. Sinon, ça peut être peut-être une remise ou peut-être en disant les 100 premiers kilomètres, on vous les offre, sachant que ça va représenter, en fonction de votre tarif, peut-être entre 8 et 10 euros de facture, mais ça peut avoir un intérêt peut-être de communiquer en disant venez chez nous et on vous offre 100 km de recharge de votre voiture électrique. Concernant, est-ce que vous nous envoyez le support et un lien pour écouter votre intervention? Bien sûr, avec plaisir, ça sera donné tout à l'heure ou demain sur le blog. Pourquoi mon tarif qui apparaît sur Google est-il plus fort alors que les OTA affichent le plus bas de mes tarifs? Parce qu'il y a peut-être un problème de mapping de votre tarif, Corinne. Si vous êtes client Eloi, n'hésitez pas à déposer un message sur le chat Eloi et on regardera si c'est un souci de mapping ou si c'est peut-être les OTA qui peuvent aussi
ça arrive, hein, ça c'est une explication qui n'est pas technique, mais qui est commerciale. Un OTA peut décider demain d'afficher un tarif plus bas que celui que vous lui donnez en rognant sur sa marge. Ils ont parfaitement le droit de le faire. Et dans certains cas, quand vous êtes basé sur une zone très concurrentielle, où vous avez un établissement très populaire, ils ne se privent pas de le faire. Vous évoquez Airbnb, Booking, un troisième acteur qui est. Alors, il y a en réalité 3 acteurs supplémentaires. Il y a Google, aujourd'hui, qui est clairement un acteur de distribution, même s'il ne s'affiche pas comme tel, mais qui est un acteur de distribution. D'ailleurs, Airbnb a déposé une sorte de remarque auprès de l'Europe en disant, écoutez, c'est sympa, et la régulation des locations de vacances, vous l'imposez à Airbnb et Booking et d'autres, mais nous, on considère que Google est aussi dans ce métier-là. Google dit non, nous, ce n'est pas nous qui faisons la réservation, on envoie le lien vers le propriétaire, donc on n'est pas responsable. Vous voyez, donc comme quoi Airbnb se soucie vraiment du business que Google apporte dans cet univers. L'autre acteur, c'est Vrbo, c'est-à-dire c'est le groupe Expedia, ex-Abritel, ex-HomeAway, qui est aujourd'hui en Europe le top 5 des distributeurs, donc Booking en premier lieu, Airbnb, Expedia, Google et Vrbo. Il n'est pas possible en tant qu'hébergeur de location meublée d'avoir le bouton réservé sur la page Google, contrairement au slide affiché. Alors oui, ça s'appelle Google Rentals, c'est nouveau, et je vous incite à pouvoir communiquer à notre support, puisque c'est un produit tout à fait nouveau que vient de lancer Google par extension vis-à-vis des hôtels, des maisons d'hôtes et des campings. Je n'ai pas eu le temps de flasher le QR code pour France Tourisme. Je vais vous l'envoyer, Valérie, on va vous le retourner. Baisser ses tarifs en pensant avoir plus de clients, est-ce une bonne stratégie? Encore une fois, je vais vous faire une réponse de Normand, même si je ne suis pas très normand, mais c'est de dire, attention, c'est augmenter les tarifs si vous proposez une valeur derrière, un paiement plusieurs fois, une sécurisation, oui. Baisser les tarifs, ce n'est pas vraiment le sujet, parce qu'il vaut mieux valoriser tout ce que vous pouvez offrir à côté. Mais il ne faut pas baisser les tarifs, parce qu'on va être de toute façon confronté à une désinflation, enfin un affichage tarifaire à la baisse par l'arrivée des locations de vacances. Et vous ne pouvez pas vous mettre au tarif de ceux qui baissent parce que vous n'avez pas les mêmes prestations. Donc, valorisez plutôt vos atouts. C'est ça qui va vraiment intéresser les gens qui vont venir passer les vacances chez vous. Alors ensuite, merci pour l'éclairage. Booking pratique des réductions aux clients payant directement chez eux, plus bas parfois que mes tarifs, doivent supprimer l'option de prépaiement Booking. Alors, elle est activée d'office. Hein. Vous savez que c'est la nouvelle stratégie de Booking, le prépaiement. Vous pouvez la désactiver effectivement parce que ça leur permet en tant qu'encaisseur, puis ils vous reversent les fonds, de pouvoir jouer sur vos tarifs. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure par rapport à l'affichage des tarifs qui se faisaient sur Google sous la bannière Booking. Donc oui, effectivement, c'est une option que vous pouvez désactiver. Comment se passe concrètement la proposition de paiement en plusieurs fois? Quand l'internaute est sur votre site, il va sur votre moteur de réservation. Si vous avez activé l'option Stripe Klarna, vous allez pouvoir lui dire, voilà, la semaine, ça coûte 800 € et il va dire, je veux payer en 4 fois. À ce moment-là, il va être envoyé sur le système de paiement Stripe Klarna. Le client va donner son numéro de carte bancaire. Klarna va, en quelques secondes, analyser le scoring de ce client, on va dire, OK, je peux prendre le risque d'encaisser ce client plusieurs fois. Donc, ils vont donner le go comme une banque dirait, OK, c'est bon, c'est pas du prêt, hein, c'est vraiment du paiement plusieurs fois. Ils vont dire, OK, c'est bon, on prend. Donc, le client va être validé dans la réservation. Vous allez recevoir vos 800 € moins les 7% de commission de Klarna à J+2. Et Klarna va supporter le risque pendant les 3 mois ou 4 mois qui suivent de récupérer l'argent auprès de votre client. Mais si votre client ne paie pas à partir de sa 2e ou 3e mensualité, vous avez tout perçu et Klarna ne vous demandera pas le remboursement. Ce sont eux qui, à travers le coût de 7%, vous font payer, se financent le risque de se faire planter par le client. Donc ça, c'est intéressant dans le contexte actuel. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Merci pour René qui dit grand merci, merci à vous, merci Nancy. Il y a beaucoup de travail à faire les uns et les autres et sachez qu'on est là pour vous accompagner. N'hésitez pas hein, si on peut vous aider. Booking propose des réservations par mobile avec une réduction de prix, c'est exact parce que les réservations par mobile fonctionnent de plus en plus, que il s'agit souvent de clients qui sont en déplacement et donc pour choper le client dans ces conditions, il y a une proposition supplémentaire qui est faite. Est-ce que les gîtes ont le droit d'être sur Google My Business? Oui, vous pouvez y être, absolument. Là, pareil, n'hésitez pas, le chat Eloa, et on vous renseignera là-dessus. Il y a une page dédiée sur Eloa à ce sujet.
Channel Manager Smart Connect par type de chambre et non unique. Michel, merci pour cette question. Ce n'est pas encore prévu, mais vous n'êtes pas la première à nous poser la question. Ça peut faire partie des solutions, on va dire, expertes et loi. Après, l'idée, vous le savez, l'idée, c'est de faire en sorte que nos écrans, nos interfaces soient faciles à comprendre pour tout le monde. Ça peut complexifier la compréhension, mais on ne s'interdit pas de réfléchir à un mode expert pour Eloi, pour les clients comme vous qui veulent avoir vraiment poussé l'utilisation à fond. Peut-on en maison d'hôte intégrer la taxe de séjour dans nos prix, nous dit Corinne de Sarlat. Alors, a priori non, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe, puisque effectivement elle est perçue théoriquement sur place, la taxe de séjour, et puis elle doit être perçue quand le vacancier est sur place. Maintenant, on le sait, les OTA comme Booking, Airbnb se sont engagés à collecter et repartager la taxe de séjour après collecte. Donc ça, il y a une cote mal taillée qui est faite et qui est reversée aux collectivités. Ce n'est pas satisfaisant, c'est déjà un grand plus, mais ce n'est pas satisfaisant du point de vue notamment des enquêtes intermédiaires menées par les missions parlementaires, parce que y a des fois, ils ne prélèvent pas assez, des fois, ils prélèvent trop, puisque vous le savez, c'est un foutoir en France, il y a autant de règlements de taxes de séjour qu'il y a de fromage. Donc ce n'est pas évident de calculer le bon taux de taxe de séjour. Donc, la recommandation pour éviter d'avoir des réclamations, c'est plutôt de collecter la taxe de séjour une fois que le client est sur place. Merci René qui nous félicite pour ce travail, c'est très gentil à vous. Nathalie nous dit à présent sur Google, les OTA s'alignent sur le tarif officiel, comment peut-on les contrer? Smart Connect, vous pouvez, et effectivement, si vous n'avez pas activé les options de prépaiement, vous êtes libre de votre tarif et les OTA ont beaucoup plus de mal à jouer sur la marge que vous leur concédez. Est-il possible de proposer un paiement fractionné sur une ou deux offres seulement et non sur toutes? Je n'ai pas la réponse là en tête, mais je pense que oui, ça reste à vérifier. Je vérifierai avec l'équipe. Je vous garantis rien, là j'ai un doute là-dessus. Pascal qui nous remercie pour cette analyse et merci aussi à vous. Comment mettre en place concrètement la proposition du paiement plusieurs fois? Vous allez sur votre compte Eloi si vous êtes client Eloi, vous allez dans les options, il y a marqué Klarna, paiement 3 fois sans frais, paiement et sur le menu paiement, vous activez Klarna et ça se met en place automatiquement, vous l'avez en route dans les heures qui suivent. La loi sur les passoires thermiques concerne-t-elle aussi les maisons d'hôtes? En fait, non. Là, on est vraiment sur la loi sur les loueurs. Alors, vous avez certainement d'autres obligations de ce point de vue-là, mais ça ne concerne pas. Vous n'êtes pas considéré en tant que tel comme loueur en meublé. Donc, a priori, ce n'est pas un engagement qui vous concerne, Delphine. Les casettes, est-ce qu'Eloi peut prévoir de développer un récap réservation condensée pour une gestion plus fluide? Oui, ça va faire partie des choses que vous allez retrouver dans les Insights Eloi, évidemment. Vous savez qu'en général, on vous sort plein de nouveautés entre maintenant et le printemps, donc vous allez voir pas mal de nouveautés qui vont arriver, et je pense que ça va satisfaire plus d'un et plus d'une qui nous ont posé des questions tout au long de cette matinée. Que pouvez-vous dire sur la réservation des activités sportives? Ça sera dit dans un prochain webinaire d'ici la semaine prochaine, qui sera, comme celui-là, consacré aux activités sportives. Airbnb nous demande maintenant notre numéro fiscal, mais pas les autres, Jean-François. Alors Airbnb, en fait, vous demande un numéro fiscal, mais ils vont aussi vous demander un numéro d'agrément, un numéro d'inscription. Ça va être le cas aussi pour tous les loueurs de meublés, autres que les établissements marchands. Donc oui, pour l'instant, c'est une obligation à laquelle ils se soumettent en France, parce qu'Airbnb, effectivement, a fait un gros travail de normalisation de ses relations avec l'État français. Comment afficher un tarif non remboursable et un tarif normal sur Eloi? À ce jour, il semblerait qu'on puisse afficher qu'un seul tarif. Non, vous pouvez afficher vraiment plusieurs offres distinctes pour une même chambre, remboursable, non remboursable, avec des restrictions, sans restrictions. Ken, si vous avez le moindre problème, pareil, vous allez dans votre compte Eloi et vous avez quelqu'un du support 7 jours sur 7 qui peut vous répondre par chat ou par mail. Que pensez-vous de l'encaissement Booking? On l'a expliqué dans un de nos récents articles du blog. C'est de toute façon la tendance aujourd'hui forte de Booking de se mettre à encaisser. Aujourd'hui, il y a déjà 4 réservations sur 10 qui sont encaissées par Booking. Ça va devenir une normalité dans les 2 à 3 ans qui viennent, parce que Booking n'y voit que des avantages. Donc d'abord, il y a la génération de trésorerie. Ensuite, il y a le fait qu'ils se mettent à l'abri de certains écarts de change, puisqu'ils ont une clientèle qui est internationale.
Et donc, pour vous donner une idée du fait que ça va se généraliser, Booking a carrément créé une fintech, une société technologique de financière en son sein, qui est passée, je crois, de 200 à plus de 400 collaborateurs. Donc, c'est dire si la notion des paiements est quelque chose qui va avoir de l'importance chez elle. Donc, Christelle nous posait aussi la question de la proposition de paiement 3 fois. Donc, vous pouvez le mettre en place directement depuis votre compte Eloa. Et vous, pour celles et ceux qui nous demandaient le replay, bien sûr, vous l'avez. Klarna, c'est dans votre compte Eloa que vous allez pouvoir y accéder, Philippe. Et nous avons également, on va vous envoyer le QR code France Tourisme. D'ailleurs, je vais essayer de vous remonter directement jusqu'au QR code. Vous allez pouvoir le choper sans problème. On me demande quel est le coût de Stripe. Le coût de Stripe, c'est tout inclus, c'est 3%. Et donc, en gros, quand vous êtes une maison d'hôte ou un loueur sur vos transactions, d'abord, vous n'êtes pas obligé de payer 3% sur toutes vos transactions, puisqu'il y a des clients qui vont faire du post-paid. Ils vont réserver votre nuitée, ils vont vous payer à l'arrivée. L'avantage, c'est que s'il y a un no-show, vous avez la carte bancaire, vous pouvez débiter. Donc, en réalité, vous récupérez 97% du montant. Mais si vous faites des transactions en ligne, si votre volume de transactions en ligne est faible, ce coût de 3% est nettement inférieur quand vous faites le calcul au coût du paiement d'un abonnement mensuel d'un TPE virtuel auprès de votre banque, plus des coûts liés à la banque, plus des coûts liés à l'intermédiaire. Donc, je vous invite vraiment à faire ce genre de calcul, ça fonctionne bien. Et donc, les 7% pour Klarna, oui, ils incluent les coûts de Stripe à l'intérieur. Il n'y a pas de… Je réponds à Stéphane Simon, donc il n'y a effectivement pas de surcoût. Vianney, Capucine nous posait… Alors, Vianney, merci également. Moi aussi, ça me fait plaisir. Alors, pas de vous voir, mais en tout cas de vous lire. Hors Covid, Capucine, est-ce qu'il faut privilégier le paiement en ligne sur le site web en sachant qu'on paye une commission plutôt qu'un paiement par virement bancaire? L'un comme l'autre sont intéressants, mais sachez que quand le client est là, c'est plus facile pour lui de payer par carte bancaire que par virement. Donc, si vous voulez qu'il convertisse, donnez-lui les moyens de confirmer sa réservation de suite. Ça a beaucoup plus d'effet du point de vue commercial qu'un simple virement. Le virement, c'est bien quand vous avez des clients au téléphone et vous pouvez leur envoyer éventuellement un lien pour qu'ils vous fassent le virement. Donc là, ils sont moins dans l'urgence, mais quand c'est un dimanche soir, que c'est 11 h du soir et qu'ils veulent réserver, comme le jeudi soir, qui sont les 2 jours privilégiés de réservation, un séjour chez vous, ils ont besoin de le faire et d'avoir la certitude. Et donc, le paiement en ligne est quelque chose qui vous permet de mieux réaliser. Vianney me demandait, est-ce que cela vous paraît acceptable d'augmenter le prix pour répercuter les frais Klarna? Absolument, bien sûr, beaucoup le font et ça fonctionne très bien. Encore une fois, c'est un avantage que vous procurez à vos clients de pouvoir payer en plusieurs fois. Et donc, ce coût, vous pouvez soit le répercuter intégralement, soit pour moitié. Et ça fonctionne très bien. Merci à Valérie pour l'aide qui est apportée par Eloa et pour votre reconnaissance. Philippe nous demandait Smart Connect. Vous verrez, on va vous recontacter, Philippe. Smart Connect, c'est une simple fonctionnalité dans Eloa qui vous permet d'afficher sur les sites des OTA un tarif supérieur à celui qui est sur votre site direct, donc de toujours maîtriser le meilleur prix chez vous. La deuxième partie, vous parlez beaucoup trop vite, mais j'essaie de faire en sorte de ne pas consommer trop de votre temps. Mais il y aura le replay, vous le mettez en vitesse 0,5, vous m'entendrez parler plus lentement. Pardon Philippe, mais j'essaie de respecter le temps que vous avez les uns et les autres. Et je regarde s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le paiement 3 fois sans frais. Je suis ravi que ça vous intéresse. Vraiment, faites-le, vous allez voir, ça cartonne. Et n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport à ça. On est très, très intéressant, très intéressé par ça. Françoise nous dit merci pour vos conseils, les cartes cadeaux, c'est super. Et j'ai aussi essayé le Black Friday, top aussi. Beau succès. Merci de me partager ces tendances. Écoutez, c'est notre rôle, c'est notre mission. Et on est ravis d'avoir vos retours, de pouvoir parler avec vous, de pouvoir vous donner des astuces qui vous permettent d'aller au-delà, de vous tenir hors de l'eau, de vous développer. Et tout ce qu'on vous souhaite, encore une fois, et j'en conclus là-dessus pour cette année 2023, c'est une très, très belle prospérité et surtout une grande santé parce qu'il va falloir de la santé pour accueillir tous ces clients. Merci à vous, passez une bonne fin de semaine et encore merci de votre fidélité.